L'attentat de la préfecture de police de Paris, survenu le 3 octobre dernier, est bien l'acte d'un islamiste radical. L'événement relance le débat sur l'infiltration par des islamistes des autorités chargées de lutter contre l'islam radical. Au Proche-Orient, l'offensive de la Turquie en Syrie est officiellement lancée. Le président turc Erdogan a annoncé ce mercredi le début d'une nouvelle opération militaire baptisée Printemps de la paix contre la milice kurde des unités de protection du peuple. Des frappes aériennes ont visé plusieurs villes frontalières, des civils ont été tués, 64 000 civils sont pour l'heure sur les routes de l'exode. Les réactions internationales se multiplient, le président américain Donald Trump est dans l'impasse. Enfin, notre grand angle ce soir nous emmènera en Chine à l'occasion du 70e anniversaire de la République populaire de Chine, instaurée par Mao Tse-tung le 1er octobre 1949. L'occasion pour nous aussi de nous rendre en plein cœur de la cité interdite à Pékin, un édifice hors norme construit en 1420 et habité pendant 5 siècles par 24 empereurs, aujourd'hui devenu un musée très fréquenté. Visite guidée à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Une semaine, jour pour jour, après l'attaque au couteau perpétrée au sein de la préfecture de police de Paris, en fait 5 morts, dont l'assaillant, l'enquête avance. Les enquêteurs sont depuis quelques jours en train d'analyser une clé USB retrouvée au poste de Mickaël Harpon, l'auteur de l'attaque, qui travaillait à la préfecture. Cette clé contient des éléments très sensibles, notamment des vidéos de propagande de Daesh et des informations personnelles sur des collègues du tueur. Si sa conversion à l'islam radical ne fait plus aucun doute, son affiliation à l'organisation terroriste Daesh n'est pour l'heure non confirmée. On fait le point sur les derniers éléments de l'enquête. Plus d'une semaine après l'attaque de la préfecture de police de Paris, l'enquête sur les motivations de Mickaël Harpon se heurte toujours à de nombreuses zones d'ombre, alors qu'aucune complicité n'a été identifiée à ce stade pour cet attentat non revendiqué. Première question, Mickaël Harpon a-t-il transmis des informations sensibles avant de passer à l'acte? Coup de folie solitaire ou attaque planifiée d'un radicalisé avec l'aide de complices ou d'inspirateurs? L'enjeu principal des investigations consiste à établir si l'assaillant, qui travaillait depuis 2003 au sein de la préfecture de police, a ou non bénéficié de complicité. Auditionné jeudi matin par la commission des lois du Sénat, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a assuré que rien n'établissait à ce stade qu'il y aurait une organisation collective autour de l'auteur de l'attentat. Depuis l'attaque du 3 octobre qui a fait 4 morts dont 3 policiers, aucune revendication n'a été publiée. À ce jour, on n'a pas trouvé non plus de lien entre lui et une quelconque organisation terroriste. Une situation qui renforce la thèse d'un passage à l'acte solitaire, même si la tuerie de la préfecture répond au mot d'ordre récurrent de Daesh consistant à s'attaquer aux forces de l'ordre et aux représentants de l'État. L'entourage de Mickaël Harpon était-il au courant de son projet ou a-t-il joué un rôle dans sa radicalisation? Selon le procureur antiterroriste, l'assaillant qui a acheté ses couteaux le matin de l'attaque était converti à l'islam depuis une dizaine d'années et fréquentait des membres de la mouvance islamiste salafiste. Toutefois, d'après une source proche du dossier, la mosquée que le tueur fréquentait à Gonesse, une commune du Val d'Oise dont était originaire l'assaillant, n'était pas considérée comme salafiste, même si un imam fiché S y officie. Sa femme remise en liberté, l'épouse de Mickaël Harpon placée en garde à vue le jour des faits a pour sa part été remise en liberté sous poursuite à ce stade. Dans son téléphone, les policiers ont retrouvé 33 SMS échangés avec le tueur le matin du drame, avec des propos à connotation religieuse. Cette femme de 38 ans, souffrant comme son mari de surdité, a assuré aux enquêteurs n'avoir jamais eu connaissance du projet de son époux. Elle a décrit la crise qu'il a agitée la nuit précédant l'attaque et dont les voisins qui l'ont entendu crier à plusieurs reprises à Allahu Akbar ont été les témoins. Pas un seul instant je n'ai pensé qu'il pouvait s'en prendre à quelqu'un d'autre que lui-même, a précisé en garde à vue cette femme musulmane qui ne présente aucun signe de radicalisation. Mickaël Harpon, qui bénéficiait d'une habilitation secret défense, a-t-il transmis des informations sensibles avant de passer à l'acte? Le sujet alarme dans les rangs de la police et 160 enquêteurs sont mobilisés pour analyser une clé USB retrouvée dans le bureau du tueur. Le contenu de la clé sur laquelle ont été découvertes des vidéos de propagande de l'État islamique ainsi que des coordonnées de policiers semble lié aux fonctions d'informaticien de Mickaël Harpon à la DRPP. Selon les premières vérifications, il n'y a pas de transfert illicite de données, déclaré mercredi une source proche de l'enquête tout en précisant que les analyses se poursuivaient.
La cérémonie d'hommage aux 4 fonctionnaires de la préfecture de police de Paris, tués par leurs collègues radicalisés, s'est déroulée ce mardi 8 octobre dans la cour de la préfecture. La Légion d'honneur a été remise à titre posthume aux 4 victimes. Damien Ernest, major responsable d'une unité locale de police, 28 ans de service. Anthony Lancelot, gardien de la paix, 11 ans de service. Brice Lemescam, adjoint administratif principal, 6 ans de service. Et Aurélia Trifiro, gardienne de la paix, 17 ans de service. Combien d'ennemis de l'intérieur l'administration policière couve-t-elle en son sein? L'attaque meurtrière perpétrée par un agent administratif de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, dans les locaux même de son service ultrasensible, a jeté une lumière crue sur la problématique du suivi des fonctionnaires radicalisés. La traque délicate des policiers radicalisés, c'est l'enquête. Convoqué ce mardi devant les députés de la délégation parlementaire au renseignement, Christophe Castaner a dû rendre des comptes sur l'absence de détection de Mickaël Harpon, le tueur de 45 ans dont l'adhésion à l'islam radical a été établie par les premiers éléments de l'enquête. Ce lundi, déjà sur France Inter, le ministre de l'Intérieur a reconnu un dysfonctionnement d'État et promis de resserrer les mailles du filet. Selon nos informations, 19 fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, policiers et agents administratifs sont actuellement traités par le groupe de suivi de la radicalisation dans la police nationale, créé au sein de l'Inspection générale de la police nationale, l'IGPN. Au plus fort de l'activité de cette instance, active depuis 2015, une trentaine d'agents ont été surveillés sur toute la France. Aucun membre d'un service de renseignement n'est suivi aujourd'hui, mais par le passé, quelques-uns ont perdu leur habilitation secret défense à la suite de soupçons de proximité avec des individus radicalisés. Attention à ne pas tomber dans l'excès de la chasse aux musulmans, prévient une source policière. Le nombre de fonctionnaires radicalisés est très marginal compte tenu des 149 000 policiers et agents qui composent l'intérieur. Mais au regard de Mickaël Harpon, le phénomène n'est-il pas sous-évalué? C'est en tout cas un casse-tête pour l'institution entre vraies menaces, faux témoignages et peur d'être taxé d'islamophobe. Selon des documents auxquels nous avons eu accès, la trentaine de cas répertoriés à l'IGPN recouvre des griefs variés: consultation indue de fichiers de police, comportement sectaire, changement d'apparence, propos prosélytes ou relations intimes avec des islamistes. 6 fonctionnaires ont d'ores et déjà été révoqués, sanction la plus lourde de la fonction publique. 4 ont démissionné d'eux-mêmes et d'autres ont été écartés par d'autres voies: licenciement d'adjoint de sécurité, non-renouvellement de contrat d'ADS, mise de fin de stage d'un gardien en école, 3 refus d'agrément. Certains enfin sont encore en poste. Le cas le plus emblématique d'éviction est celui de Matunde N. Précisons que tous les prénoms ont ici été changés. Révoqué le 26 juillet 2018, cet ancien gardien de la paix au Kremlin, Bicêtre de 47 ans, a été condamné cet été à 6 ans de prison pour terrorisme. Il lui était reproché d'avoir consulté le fichier des personnes poursuivies pour terrorisme pour aider son frère radicalisé. Il y a aussi Massé Sedj, ex-adjointe de sécurité au commissariat de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Licenciée le 22 août 2018, elle se serait repliée sur elle-même, portant le voile en dehors du travail et écoutant les prêches controversées d'un imam, après avoir épousé religieusement un musulman dont elle a fait la connaissance sur un site de rencontre. Certains fonctionnaires évincés ont contesté leurs sanctions en vain, à l'image de Marc-Antoine B., policier de la préfecture de police de Paris, révoqué en septembre 2018. Ce gardien de la paix converti à l'islam, décrit comme prosélyte, mais aussi en proie à des troubles psychologiques, avait choqué ses collègues en mimant des rafales de mitraillettes et en plaisantant sur le bilan terrible de l'attentat de Nice en 2016. A l'inverse, Mathieu lui a obtenu sa réintégration dans la police après un recours devant le tribunal administratif en début d'année. Les services antiterroristes avaient découvert que ce gardien de la paix de 34 ans, affecté dans les Hauts-de-Seine, avait rencontré l'auteur de l'attentat contre des militaires de l'opération Sentinelle à Levallois-Perret en 2017 à 2 reprises. Il avait également prêté son arme et son badge police à un ami du terroriste pour poser en photo. Un certain nombre de fonctionnaires signalés comme radicalisés ont spontanément rendu l'uniforme et ou ont pris un congé longue maladie avant de se voir notifier une sanction. D'autres, en revanche, sont toujours en poste. Et précisons également que dans tout ce lot d'individus, il y a aussi des faux signalements. Gardien de la paix à la direction de l'ordre et de la circulation à la PP, Jérôme avait lui prétendument, depuis sa rencontre avec une jeune femme marocaine, radicalement changé de comportement, refusant de saluer les femmes et de travailler avec elles. L'enquête de l'IGPN a révélé qu'il s'agissait en fait d'une dénonciation d'une policière vengeresse.
Autre attaque, celle-ci antisémite, mercredi 9 octobre, une attaque devant une synagogue et un restaurant turc à Halle, en Allemagne, a fait 2 morts et 2 blessés. L'assaillant a filmé son acte. L'homme de 27 ans, présenté comme un néo-nazi, a été arrêté. L'auteur de l'attaque contre une synagogue et un restaurant turc de Halle, en Allemagne, a avoué la motivation antisémite de son acte. Le tueur Stéphane Baliet, 27 ans, a reconnu ce motif lors d'un très long interrogatoire par un juge. Après avoir en vain tenté d'entrer en plein Yom Kippour dans la synagogue de Halle, où priaient 51 fidèles, il avait tué une passante au hasard, puis un homme dans un restaurant turc. Il avait finalement été arrêté par la police à la suite d'une course-poursuite en voiture. Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd si la porte fermée à double tour de la synagogue n'avait pas résisté au coup de fusil de l'assaillant. L'assaut, filmé et diffusé en direct pendant 35 minutes sur une plateforme de streaming, a été mené par un extrémiste de droite, marqué par un antisémitisme effrayant, une haine de l'étranger et lourdement armé, selon le procureur antiterroriste Peter Frank. L'hebdomadaire Der Spiegel, à paraître samedi, révèle que Stéphane Baliet, alors âgé de 18 ans, avait été formé en 2010 et 2011 à utiliser un fusil d'assaut lors d'un service militaire de 6 mois dans l'armée allemande. Dans la vidéo de ses actes, il niait l'existence de la Shoah et s'en prenait aux Juifs. Il a aussi publié sur Internet un manifeste dans lequel il exprime ses vues antisémites. Son avocat a expliqué vendredi dans une interview à la chaîne publique ARD que son client était intelligent, éloquent mais socialement isolé. Selon lui, l'élément déclencheur de son acte serait qu'il tenait d'autres personnes responsables de ses propres problèmes. Lors de perquisitions au domicile de son père, les enquêteurs ont découvert une imprimante 3D qui lui aurait permis de fabriquer ses propres armes. Dans sa chambre au domicile de sa mère, les policiers ont également récupéré un disque dur. La communauté juive a depuis critiqué l'insuffisance des mesures de protection des synagogues et lieux de culte. Le gouvernement d'Angela Merkel a promis jeudi de considérablement renforcer cette protection, alors que cette tentative de massacre antisémite et raciste a provoqué une onde de choc dans un pays toujours hanté par son passé nazi. Et puis cette actualité très lourde nous emmène aussi à Manchester, au Royaume-Uni, où 3 personnes ont été poignardées dans un centre commercial de la ville vendredi. Elles ont été emmenées à l'hôpital et prises en charge. Une enquête a été ouverte par la police antiterroriste. Les forces de l'ordre de Manchester ont annoncé que le suspect interpellé après l'attaque avait été arrêté pour terrorisme. L'assaillant armé d'un couteau a agi seul et sa motivation n'est pour l'heure pas connue. Le centre commercial d'Arndale à Manchester a été évacué. Un large dispositif de sécurité a quant à lui été mis en place. Tous ces actes terroristes interviennent au moment où l'armée turque et les supplétifs syriens ont lancé en milieu de semaine une opération à la frontière syrienne. Les frappes aériennes et les tirs d'artillerie ont visé plusieurs secteurs frontaliers dans le nord syrien, des États-Unis à l'Arabie Saoudite en passant par la France, l'Iran ou Israël. Partout dans le monde, des voix inquiètes s'élèvent pour dénoncer l'intervention turque en Syrie. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence jeudi à la demande de ses membres européens. Si Ankara a assuré dans une lettre adressée au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies que son opération serait proportionnée, mesurée et responsable, ces 5 membres européens ont demandé à la Turquie d'arrêter son action militaire unilatérale dans le pays en guerre, car les conséquences de cette offensive pourraient s'avérer graves à l'intérieur comme à l'extérieur de la région. Explication en détail de cette situation géopolitique très tendue au Proche-Orient. Que se passe-t-il en Syrie? La Turquie a lancé une offensive militaire ce mercredi contre les forces kurdes du nord-est de la Syrie dans le cadre d'une opération baptisée Printemps de la paix. En 2 jours, au moins 29 combattants des forces kurdes et 10 civils ont été tués par les frappes aériennes et les tirs d'artillerie de l'armée turque. Un bilan d'Ankara fait état d'un premier soldat tué. Les frappes aériennes et d'artillerie ont visé les positions des unités de protection du peuple, YPG, la milice kurde qui constitue la colonne vertébrale des forces démocratiques syriennes, FDS. Selon un porte-parole de la milice arabo-kurde, les combattants des FDS ont repoussé une attaque au sol des troupes turques à Tel Abyad, mais les forces turques ont toutefois conquis 11 villages près de ces 2 villes. Jeudi, les forces turques ont poursuivi leur progression sur la rive orientale de l'Euphrate. Selon le ministère de la Défense turc, 181 cibles de la milice kurde ont été touchées par l'aviation et l'artillerie. Pourquoi cette offensive? En annonçant le début de l'opération, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est justifié en assurant que l'objectif était d'empêcher, selon ses mots, la création d'un corridor terroriste à la frontière méridionale de la Turquie. Les autorités turques assimilent les YPG au Parti des travailleurs du Kurdistan,
qu'elle considère comme une organisation terroriste. En menant cette offensive, Erdogan souhaite empêcher l'apparition d'une région autonome kurde, non loin de la frontière sud. Les Kurdes sont un peuple apatride réparti sur les territoires turcs, syriens, iraniens et irakiens. Selon les estimations, entre 2 et 3,6 millions de Kurdes vivraient en Syrie, essentiellement dans le nord du pays. Les autorités turques souhaitent créer une zone tampon de 30 km de long et de 500 km de large entre la frontière turque et les zones syriennes contrôlées par les milices kurdes dans la région afin de réimplanter 2 des 3,5 millions de réfugiés syriens présents en Turquie. Quel rôle les Kurdes jouent-ils dans le conflit syrien? Les Kurdes sont les alliés des Occidentaux dans la lutte anti-djihadiste. Via les unités de protection du peuple, ils forment la majorité des forces démocratiques syriennes, une alliance de combattants kurdes et arabes créée dans le nord de la Syrie. Seuls sur le terrain, ce sont eux qui ont repris, aidés par la coalition internationale menée par les États-Unis, les villes de Kobané des mains du groupe terroriste État islamique en 2015, à l'issue de 4 mois de combats acharnés, puis celle de Raqqa, fief syrien de Daesh en 2017, et de Baghouz en 2019. C'est ainsi que le porte-parole des FDS a annoncé en mars la victoire militaire sur Daesh. Le soi-disant califat a été totalement éliminé, a-t-il tweeté. Environ 10 000 combattants de l'État islamique ainsi que des familles des djihadistes sont toujours détenus dans des camps contrôlés par la milice kurde YPG. Parmi les prisonniers figurent près de 2000 djihadistes étrangers que leur pays d'origine refuse de reprendre. Pour juger les crimes de l'État islamique, les Kurdes de Syrie demandent la création d'un tribunal international spécial qui serait installé dans le nord-est du pays. Les États-Unis ont-ils facilité l'offensive turque contre les Kurdes? Dans un communiqué publié dimanche, soit 3 jours avant l'offensive, la Maison-Blanche a annoncé le retrait immédiat de ses troupes en Syrie, environ 2000 soldats. Pour Frédéric Pichon, ce n'était pas une surprise. Donald Trump avait annoncé qu'il souhaitait que les États-Unis se retirent des zones où le pays n'a pas de bénéfices. C'est une réflexion de businessman. L'Amérique ne veut plus s'engager dans des guerres lointaines, a expliqué l'expert. Or, précisons que la présence de troupes américaines en Syrie constitue un rempart à une nouvelle offensive de la Turquie qui, rappelons-le, veut imposer sa fameuse zone tampon dans la région. La décision de Donald Trump de retirer ses troupes, laissant le champ libre à Erdogan, a ainsi été qualifiée par les FDS de coup de poignard dans le dos. D'anciens combattants de l'armée américaine, laquelle a travaillé avec les combattants kurdes pour venir à bout de l'État islamique, ont même estimé que les États-Unis avaient abandonné les Kurdes. Diplomates et autres chefs d'État ont encore dénoncé la décision américaine. En réponse à cette vague d'indignation, Donald Trump a assuré mercredi ne pas cautionner l'offensive, que Washington considère comme une mauvaise idée, et a même menacé de ruiner l'économie turque si la Turquie détruit les Kurdes. Alors pourquoi cette offensive turque pourrait-elle ranimer l'État islamique? Plusieurs pays redoutent que l'offensive turque dans le nord-est de la Syrie contre les forces kurdes ne permette un sursaut du groupe djihadiste de Daesh. Jeudi, les Kurdes de Syrie ont accusé la Turquie d'avoir bombardé la veille au soir une prison abritant de nombreux djihadistes dans une tentative évidente de les aider à s'enfuir. Ils craignent de perdre le contrôle de ces prisons, mais aussi les camps abritant des milliers de familles de djihadistes et où s'est développée une idéologie radicale. Libérer les djihadistes pourrait mener de nouvelles attaques dans la région, voire en Europe, pour les membres de l'État islamique étrangers qui voudraient rejoindre leur pays d'origine. 2 djihadistes britanniques de haut rang, soupçonnés d'avoir exécuté plusieurs occidentaux en Syrie, ont ainsi été placés sous la garde de l'armée américaine. En Équateur, de nouveaux heurts entre la police et manifestants indigènes ont éclaté à Quito, capitale, près de la Maison de la Culture et de l'Assemblée nationale ce vendredi. Le président de la République a lancé un nouvel appel au dialogue et au calme. À l'origine des mécontentements, l'explosion des prix de l'essence, plus 120% en quelques mois. On fait le point sur la situation. Réputés pour leur passé guerrier, de nouveaux manifestants amérindiens sont arrivés à Quito, en provenance d'Amazonie, ce vendredi. Portant leurs lances traditionnelles, ils ont rejoint leurs camarades à la Maison de la Culture et se sont dirigés vers l'Assemblée nationale. Ce bâtiment semble aujourd'hui être leur objectif, plus que le palais présidentiel toujours déserté depuis que le président Lénine Moreno a transféré le siège du gouvernement dans la ville côtière de Guayaquil. Ils se sont approchés aussi près que possible de l'Assemblée protégée par la police et les militaires. C'est alors que les affrontements les plus violents ont éclaté. Des nuages de gaz lacrymogènes ont pénétré dans les locaux d'un hôpital et d'une maternité situés aux alentours, suffoquant patients et médecins. Les manifestants se sont regroupés dans les rues voisines et ont contre-attaqué à coups de cocktails Molotov. Certains n'ont pas hésité à arracher des panneaux de signalisation pour s'en servir de projectiles. D'autres ont improvisé des lance-roquettes avec des tubes en plastique dirigés vers la police. 7 personnes ont été blessées. Le président de la République a lancé un nouvel
nouvel appel au dialogue sous l'égide des Nations Unies et de la conférence épiscopale. Mais Lénine Moreno répète qu'il ne compte pas rétablir les subventions sur les carburants, même s'il est prêt à négocier. Par contre, les leaders du conflit ne veulent pas négocier et le conflit risque de s'enliser dans ce pays où le taux de chômage s'élève à 4,6%. L'Équateur, situé en Amérique latine, est connu pour ses paysages variés, regroupant jungle amazonienne, hauts plateaux andins et îles Galapagos, riches d'une faune abondante. Situé sur les contreforts des Andes, à une altitude de 2850 mètres, se trouve Quito, la capitale. La ville est célèbre pour son centre colonial espagnol quasiment intact et ses palais et centres religieux décorés des 16e et 17e siècles, comme la superbe église de la Compagnie. En Tunisie, un second tour de l'élection présidentielle a lieu ce dimanche. Les deux candidats en lice, Kais Saied et Nabil Karoui, ont en commun d'être des outsiders, ayant bénéficié du dégagisme des Tunisiens qui ont voulu balayer les dirigeants institutionnels. Compte rendu des dernières heures de la campagne. 7 millions de Tunisiens sont appelés ce dimanche aux urnes pour ce second tour de l'élection présidentielle anticipée à la suite du décès de Beji Caïd Essebsi. Pour les électeurs, c'est le troisième vote en un mois après les législatives de dimanche dernier, ce qui peut faire craindre un désintérêt et une forte abstention. Tout aura été étonnant dans cette campagne. D'abord les qualifiés du second tour, pour le moins atypique, Kais Saied, 60 ans, professeur de droit constitutionnel qui se revendique lui-même conservateur, n'a jamais exercé le pouvoir. On dit même qu'il a voté pour la première fois de sa vie lors du premier tour, où il est arrivé en tête avec 18,4%. Cet érudit qui cite volontiers Rousseau doit sa popularité à sa promesse de remettre la vox populi directe au cœur de la gouvernance. Le mandat révocable est une mesure centrale dans son discours. Depuis près d'un an et demi, il va à la rencontre de cette jeunesse des cafés qui désespère du chômage et ne voit aucun avenir pour elle en Tunisie. Une campagne de terrain efficace, il est en tête des intentions de vote, sans grands moyens ni structure, car il rejette toute alliance avec les partis, maintenant farouchement son indépendance. Bien que certains voient dans son ombre la main d'Ennahda, le parti islamo-conservateur de Rached Ghannouchi, arrivé en tête aux législatives du 6 octobre avec 52 sièges. Son adversaire, Nabil Karoui, 56 ans, homme d'affaires et publiciste, a longtemps été favori dans les sondages, mais il n'a pas pu vraiment faire campagne. Depuis août, il était en détention préventive pour évasion fiscale. Cela ne l'a pas empêché d'obtenir 15,5% au premier tour. Il a finalement été libéré mercredi à la surprise générale. Sa vocation pour la présidence lui serait venue par les activités de sa structure caritative créée à la mort de son fils. Il est surnommé le candidat des pattes par ses détracteurs, en référence à l'émission de télévision diffusée sur sa propre chaîne, Nesma, qu'il a mis sur orbite pour cette échéance. Au cours de la campagne, ses équipes distribuaient nourriture et biens de première nécessité. Il en a tiré l'axe principal de son programme, éradiquer la pauvreté. Son parti, créé au mois de juin, qui s'appelle Au cœur de la Tunisie, a obtenu 38 députés dimanche dernier. Mais si Karoui n'a jamais été en première ligne, il a joué un rôle clé dans les coulisses du nouveau régime. Proche du président Essebsi, il a dessiné l'architecture de son parti, Nida Tounes, l'appel de la Tunisie, qui a depuis explosé en multiples factions. Difficile donc de ne pas voir en lui un homme du système, même s'il s'en est affranchi. Un débat télévisé vendredi soir a bien montré que tout sépare les deux candidats. L'un, Saïd, est aussi raide qu'il semble âgé et érudit, usant d'un arabe littéraire incompris de nombreux téléspectateurs. L'autre, Karoui, parle avec l'anglais des affaires. Le premier cite De Gaulle quand le second parle de cybersécurité, Netflix et GAFA, alors qu'il emportera verdict dans les prochaines heures. Pour rappel, le président de la République tunisienne est le chef d'État en Tunisie depuis l'instauration de la fonction le 25 juillet 1957. À ce titre, il dirige le pouvoir exécutif avec un gouvernement présidé par le chef du gouvernement. Selon l'article 77 de la Constitution républicaine du 10 février 2014, il assure également le haut commandement des forces armées. Il est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Depuis le 25 juillet 2019, date de décès de Beji Caïd Essebsi, c'est Mohamed Ennaker qui exerce la présidence par intérim. En bref, la Californie, encore et toujours la proie des flammes. 100 000 Californiens sont concernés depuis 2 jours par un ordre d'évacuation face à un important incendie qui s'est déclaré dans le nord de Los Angeles et qui a fait un mort, selon un dernier bilan. Le feu baptisé Saddle Ridge Fire, qui s'est déclaré jeudi soir, a ravagé près de 2000 hectares et est incontrôlable. Alimenté par des vents chauds caractéristiques de cet état et un sol sec, il brûle 300 hectares par heure, c'est ce qu'a indiqué le chef des pompiers de la métropole.
Le taux d'humidité est actuellement de 7%, les vents soufflent de 30 à 40 km/h avec des rafales jusqu'à 80 km/h. De quoi imaginer la distance parcourue par les flammes. L'an dernier, en novembre, déjà 3 gigantesques incendies dans le nord et le sud de la région avaient déjà ravagé plus de 100 000 hectares. J'en viens au suite de l'enquête et des conséquences concernant l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. Une nouvelle manifestation a eu lieu cette semaine pour demander la vérité. Des citoyens estiment en effet que l'entreprise et les autorités doivent en dire davantage sur les risques sanitaires de l'incendie. Un peu plus d'un millier de manifestants ont défilé hier après-midi à Rouen pour réclamer la vérité sur les conséquences de l'incendie de l'usine chimique Lubrizol le 26 septembre. Les protestataires ont scandé notamment Lubrizol coupable, État complice, on veut la vérité, Lubrizol doit payer, ou encore nos gamins en danger, le préfet doit payer. Dans la manifestation, plusieurs drapeaux de la CGT, de Sud, de Greenpeace ou du NPA étaient visibles. Certains manifestants portaient également un gilet jaune. Le défilé s'est déroulé dans le calme selon la préfecture de Seine-Maritime qui a comptabilisé précisément 1050 participants. Contrairement à ce que dit l'État, il y aura des conséquences sanitaires, a estimé une habitante de Longrue au nord-est de Rouen, où est passé le nuage de fumée. Un ancien cheminot a dit lui souhaiter que les règles de sécurité soient enfin appliquées et que l'État contrôle les industriels. Il s'agit de la 3e manifestation organisée dans la ville normande après le gigantesque incendie de cette usine classée Céveso seuil haut. Dans son appel à manifester, la CGT exhortait les habitants à construire une mobilisation d'ampleur sur la durée pour obtenir la vérité, tous les suivis médicaux et les prises en charge nécessaires. Vendredi soir, une trentaine d'agriculteurs, à l'appel de la FNSEA, ont eux déversé du lait devant la préfecture de Seine-Maritime à Rouen pour protester contre la consignation de leurs produits. Chaque jour, c'est 700 000 litres de lait sain et apte à la consommation qui sont jetés par les éleveurs. La situation qui doit être rétablie au plus vite. Et on reste en France au chapitre social, alors que la journée de vendredi était la journée mondiale du coming out, instituée depuis 1988. Plus de 70 000 personnes étaient réunies dimanche dernier dans le cadre de la Manif pour tous. Ils étaient venus manifester contre la PMA, mais pas seulement. En effet, rue d'Assas à Paris, en plein milieu d'après-midi dimanche dernier, plusieurs manifestants anti-mariage gay et anti-PMA ont fait connaître leur mécontentement et leur haine à l'encontre des homosexuels. Preuve en est avec cet homme se faisant porter par ses camarades afin d'arracher un drapeau LGBT accroché à la fenêtre d'un balcon. Guillaume Mélanie, le président de SOS Homophobie, a déclaré, je cite, « Je ne sais pas si les personnes non LGBT se rendent compte de la violence de ces images. Ils et elles viennent jusque chez nous arracher le drapeau qui nous représente, ils nous suppriment. Leur exultation est glaçante, traumatisante. » Fin de citation. A noter que des journalistes ont été agressés ce même jour dans l'émission Quotidien sur TMC du lundi 8 octobre. Yann Barthès et son équipe ont dévoilé les images de l'agression subie par leurs journalistes présents dimanche à Paris lors de la manifestation organisée par la Manif pour tous contre l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Dans le cortège se trouvaient des membres d'un groupuscule d'extrême droite. Ils ont agressé notre équipe, a expliqué lundi soir la journaliste Salia Braclia sur le plateau de l'émission. Sur les images, on peut y voir un homme vêtu d'un gilet jaune, visage découvert, empêcher une journaliste d'aller interroger des participants à la mobilisation. On aperçoit ensuite la main d'un autre homme posée sur la caméra, tentant de cacher la scène. C'est du bon matos, répète ensuite plusieurs fois le premier homme, avant de saisir puis de casser une perche son. Le tout sans qu'aucun manifestant ne soit venu prêter main forte aux reporters, copieusement insultés lorsqu'ils ont quitté les lieux. Et nous partons en Chine. Le 1er octobre dernier, le pays célébrait en grande pompe le 70e anniversaire de la République populaire de Chine. Un impressionnant défilé militaire a traversé la place Tiananmen à Pékin, sous les yeux du numéro 1 chinois Xi Jinping, des soldats impeccablement alignés, d'immenses drapeaux rouges à la gloire du régime et surtout une démonstration de force de l'armée chinoise avec ses tanks, ses avions et ses missiles de dernière génération capables d'atteindre tout le territoire des États-Unis. Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. C'est ainsi qu'Alain Perfit intitulait en 1973 un livre qui attirait l'attention du grand public francophone sur le formidable potentiel de l'Empire du Milieu. Pays le plus peuplé du monde, la Chine s'est progressivement affirmée sur la scène internationale, d'abord dominée par les Occidentaux et l'éternel rival japonais dans la première moitié du XXe siècle. Elle s'est émancipée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à devenir aujourd'hui l'un des acteurs essentiels d'un monde où la hiérarchie des puissances est en pleine recomposition.
L'adoption de la voie communiste par la Chine, puis son ouverture à l'économie de marché, la place dans un rapport au monde marqué à la fois par la fermeture à la démocratie et à la circulation de l'information, et par l'ouverture au marché financier et aux exportations. Alors comment la Chine est-elle parvenue en à peine un demi-siècle à s'affirmer sur la scène mondiale? C'est le grand angle de cette édition. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Chine a affirmé son rôle de puissance incontournable en Asie. À la fin de la guerre, la Chine obtient l'un des 5 sièges au Conseil de sécurité de l'ONU, aux côtés des États-Unis, de l'URSS, de la France et du Royaume-Uni. Après la capitulation du Japon en septembre 1945, la guerre civile reprend entre les communistes et les nationalistes. Miné par la corruption et victime de mauvais choix tactiques, le Kuomintang, parti nationaliste chinois fondé en 1912 par Sun Yat-sen, avec à sa tête Jiang Jiechi depuis 1925, recule rapidement face à la poussée des communistes de Mao Tse-tung. Alors que Jiang Jiechi, contraint de fuir, se réfugie sur l'île de Taïwan, Mao proclame à Pékin le 1er octobre 1949 la naissance de la République populaire de Chine. Le Parti communiste chinois parvient à un rétablissement économique spectaculaire en faisant le choix de rassurer la bourgeoisie et les petits entrepreneurs. La collectivisation, c'est-à-dire la suppression de la propriété privée et la nationalisation des moyens de production, ne concerne d'abord que l'industrie lourde et le secteur bancaire. L'inflation qui avait atteint des niveaux extrêmes à la fin des années 1940 est stoppée. Dans les campagnes, la redistribution des terres satisfait les paysans pauvres. Dans un premier temps, Mao Tse-tung privilégie l'alliance avec l'URSS qui accorde des prêts et fait le choix d'une économie planifiée. Le premier plan quinquennal débute en 1953. Conformément au modèle soviétique, l'accent est mis sur l'industrie lourde. Les paysans sont sacrifiés et doivent livrer leurs récoltes à des prix fixés excessivement bas. Un régime totalitaire encadre les individus de façon contraignante et le Parti communiste règne sans partage. Mobilisé et endoctriné dès l'enfance dans des organisations de jeunesse, la population passe ensuite sous la tutelle des unités de travail, compétentes en matière de logement, de nourriture et d'éducation des enfants. Le régime recourt largement au camp de rééducation par le travail. Les intellectuels sont quant à eux soumis à la censure. En 1958, Mao lance une série de réformes dont l'objectif est de rattraper en quelques années le niveau économique des puissances occidentales. Cette campagne se nomme le Grand Bond en avant, mais elle se traduit en fait par un grand bond en arrière. En effet, le bilan est désastreux, la totale désorganisation de la production, entraînant l'une des famines les plus terribles de l'histoire chinoise. Jusqu'à 20 millions de morts. La population regroupée dans des communes populaires de 20 000 à 40 000 personnes est affamée et s'épuise à réaliser des corvées agricoles, à produire de l'acier en grande quantité et à participer aux grands travaux d'équipement et de construction. Ce volontarisme visant à faire de la Chine une grande nation est la base du maoïsme, une idéologie fondée par Mao qui reprend les thèses de Marx et de Lénine, mais estime que le potentiel révolutionnaire réside dans la paysannerie plutôt que dans la classe ouvrière. Le maoïsme cherche aussi à concilier communisme et puissance nationale. Affaibli politiquement par l'échec du Grand Bond en avant, Mao veut reprendre l'initiative en lançant la jeunesse contre les intellectuels et les fonctionnaires du régime du parti. Il lance ainsi en 1966 la révolution culturelle, un mouvement de révolte de la jeunesse contre l'ordre établi provoqué par Mao afin d'affaiblir ses rivaux politiques. L'action des gardes rouges, étudiants et jeunes travailleurs munis du petit livre rouge qui résume la pensée de Mao, devient très populaire. En 1976, la mort de Mao pose la question cruciale de la direction du pays. En 1978, Deng Xiaoping accède au pouvoir et impose une politique nouvelle. Mais durant ces années de politique maoïste, la Chine s'est affirmée sur la scène internationale. Depuis 1949, deux Chines se font face. La République de Chine de Jiang Jiechi ne contrôle que Taïwan et quelques petites îles. Mao lui s'impose progressivement comme le seul représentant légitime de la Chine sur la scène internationale, sans jamais renoncer à la réunification des deux Chines. En 1951, le Tibet est annexé. Dès son arrivée au pouvoir, Mao affirme sa volonté de libérer tous les territoires chinois. Après une campagne militaire rapide, le Tibet est contraint d'accepter un accord par lequel il renonce à sa souveraineté. L'application autoritaire du programme communiste et la répression brutale du soulèvement de Lhasa en 1959 oblige le Dalai Lama, chef spirituel des Tibétains, à se réfugier en Inde. Dans les années 1950, la Chine relaye la politique soviétique en Asie, son armée intervient dans la guerre de Corée, elle envoie des conseillers en Indochine auprès d'Ho Chi Minh, en guerre contre le colonisateur français. Après la déstalinisation, politique lancée par Khrouchtchev à partir de 1956 en URSS, qui consiste à abandonner le culte de la personnalité et les excès de la politique stalinienne, les relations sino-soviétiques se détériorent
extérieure. Mao cherche à écarter la tutelle soviétique et à préserver son pouvoir qui pourrait être ébranlé par l'écho de la déstalinisation. Des conflits territoriaux avec l'URSS révèlent aussi le poids du nationalisme chinois. Avec l'expulsion de conseillers soviétiques en 1963, c'est la rupture. La Chine cherche à s'affirmer comme un leader du tiers-monde, une expression forgée par l'économiste Alfred Sauvy en 1952 et qui désigne les pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Océanie en voie de développement. Un homme va contribuer à faire de la Chine l'un des principaux leaders du tiers-monde, c'est Zhou Enlai. En tant que Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, il mène la délégation chinoise à Bandung et initie la politique de rapprochement avec les États-Unis. La présence de Zhou Enlai à la conférence de Bandung symbolise bien la volonté de la Chine d'affirmer son appartenance à la communauté des pays asiatiques et sous-développés. Dans les années 1960, la Chine se pose en nouveau modèle socialiste dans le tiers-monde. Lors de sa tournée africaine en 1964, Zhou Enlai se réjouit de trouver une situation révolutionnaire sur le continent. De plus, la Chine arme les guérillas indépendantistes dans les années 70, comme par exemple en Angola, ancienne colonie portugaise. Les relations avec les États-Unis sont quant à elles marquées par un certain pragmatisme. Dans les années 50, la politique d'endiguement mise en place par le président américain Harry Truman est appliquée à la Chine. Les États-Unis contestent les revendications chinoises sur Taïwan et assurent la protection du Japon et de la Corée du Sud. En retour, Mao dénonce l'impérialisme américain et encourage les mouvements d'opposition interne. La détente favorise un rapprochement diplomatique. L'élection de Richard Nixon à la Maison-Blanche en 1969 marque un tournant. Ce dernier effectue le premier voyage officiel d'un président des États-Unis en Chine communiste en février 1972. Par le communiqué de Shanghai, les États-Unis reconnaissent l'unité de la Chine et sa souveraineté sur le Tibet. La mort de Mao en 1976 ouvre une ère nouvelle pour la Chine. Deng Xiaoping, au pouvoir à partir de 1978, procède à une décollectivisation de la production agricole et à un retour progressif à une économie de marché. Pour rattraper le retard technique et attirer des capitaux, les investissements étrangers sont favorisés dans les zones économiques spéciales, ZES, situées sur la côte. Pour rappel, on appelle les zones économiques spéciales les zones créées en 1980 en Chine par Deng Xiaoping sur le littoral où les investissements étrangers sont favorisés. La ZES chinoise ayant remporté le plus de succès en Chine est celle de Shenzhen, à l'origine simple village devenu en une vingtaine d'années une ville de plus de 10 millions d'habitants. Shenzhen ayant attiré des milliers d'investisseurs étrangers, des politiques similaires ont été menées dans d'autres territoires de Chine. En 1984, 14 villes côtières étaient ouvertes aux investissements étrangers, parmi lesquelles Tianjin, Shanghai ou Ningbo. En 2014, 3 pays sur 4 ont au moins une ZES. Le monde compte à cette date environ 4300 zones économiques spéciales. La Chine développe par ailleurs une industrie de biens de consommation très importante, c'est le socialisme de marché, conversion progressive de l'économie chinoise au capitalisme strictement encadré par le Parti communiste. Des petites entreprises sont créées, les grandes organisations publiques sont en partie privatisées, tandis que les sociétés étrangères sont invitées à investir. La Chine a connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale un essor démographique considérable, si bien qu'en 1979 est décidée une politique de freinage démographique qui consiste principalement à obliger les couples à n'avoir qu'un seul enfant. C'est la politique de l'enfant unique. Deng Xiaoping a pris cette décision afin d'éviter qu'une augmentation trop importante de la population ne fragilise le développement économique. Le rythme de la croissance démographique se ralentit alors. Profondément décrié, ce dogme de l'enfant unique avait entraîné de sérieuses dérives comme les avortements et les stérilisations forcées, et les contrevenants se voyaient infliger de lourdes pénalités. Mais cette politique a aussi provoqué des déséquilibres démographiques importants. Préoccupé par le vieillissement rapide de sa population, le géant asiatique devenu la deuxième puissance économique mondiale a donc fait spectaculairement marche arrière il y a quelques années. En 2013, les couples dont l'un des membres est enfant unique ont eu l'autorisation d'avoir un deuxième enfant. 2 ans plus tard, le Parti communiste décidait d'étendre cette possibilité à l'ensemble des foyers pour une entrée en application début 2016. L'essor économique se traduit par des transformations sociales et conduit une partie de la jeunesse et des intellectuels à réclamer plus de liberté. L'année 1989 marque la réaffirmation d'un régime qui privilégie les réformes économiques sans céder sur les libertés politiques. Les étudiants de la place Tiananmen à Pékin, qui manifestent pour davantage de liberté, se réclament pour certains du mouvement du 4 mai 1919 et sont violemment réprimés par l'armée. Plus de 10 000 personnes y perdent la vie.
Le nationalisme remplace peu à peu le socialisme, la référence au marxisme et au projet révolutionnaire devenant de plus en plus inconciliable avec les transformations économiques et sociales. L'idéologie du parti prend des accents de plus en plus nationalistes. Les Jeux Olympiques de Pékin en 2008 est une occasion pour le régime, à travers les succès sportifs et la réussite de l'organisation, de présenter le visage d'un pays puissant et en voie de modernisation rapide. Le Parti communiste, qui compte plus de 70 millions de membres, continue à ce jour de présider à la destinée du pays. Malgré le libéralisme économique et un certain relâchement dans le contrôle des déplacements, le régime reste autoritaire. Les médias sont très contrôlés et de nombreux dissidents sont l'objet d'une surveillance continue de la part des autorités. Puissance mondiale, la Chine siège, on l'a dit, au Conseil de sécurité de l'ONU, où elle pèse sur la gestion des relations internationales. Le modèle de développement de la Chine s'est tourné aujourd'hui vers l'exportation. Le maintien d'un fort taux de croissance a permis de décupler le PIB par habitant depuis 1978. La Chine s'est enrichie, elle a même dépassé le Japon en 2010 pour devenir à ce jour la deuxième économie du monde derrière les États-Unis, qu'elle devrait peut-être détrôner à l'horizon 2030. L'entrée du pays dans l'OMC en 2001 vise à faciliter les exportations. Elle s'impose comme un partenaire et un concurrent économique d'envergure. Pour autant, les inégalités socio-spatiales restent fortes et la Chine ne se situe qu'au 101e rang mondial pour l'IDH. La Chine peut enfin compter sur sa diaspora, communauté vivant en dehors de son pays d'origine et entretenant avec lui ou avec les autres diasporas de même origine des relations plus ou moins fortes. On estime aujourd'hui que 50 millions de Chinois vivent hors de la Chine, dont la moitié en Asie du Sud-Est, 80% par exemple de la population de Singapour. Le quart des échanges de la Chine serait entre les mains des hommes d'affaires de la diaspora. Ainsi, la Chine a fait preuve au cours de la seconde moitié du XXe siècle d'une étonnante capacité à concilier les contraires. Dogmatique d'un côté, avec le culte d'un maoïsme dont les piètres résultats n'ont pas écorné la figure de Mao, surnommé le Grand Timonier, la Chine a su se montrer pragmatique quand Deng Xiaoping a fait le choix de la conversion du pays au libéralisme économique, un pari réussi qui a sans doute permis au régime de se maintenir, alors que l'URSS s'est effondré comme un château de cartes au début des années 1990. Élu en 2013, président de la République populaire de Chine et réélu le 17 mars 2018, Xi Jinping promet un retour de la Chine au premier plan. S'il s'avère qu'elle est une grande puissance, la Chine n'est pas encore l'hyperpuissance capable de rivaliser sur tous les points avec les États-Unis. Néanmoins, selon de récentes études, la Chine pourrait bel et bien détrôner les États-Unis au rang de première puissance économique mondiale d'ici une dizaine d'années. Et à l'occasion de ce 70e anniversaire de la République populaire de Chine, partons visiter la cité interdite et remontons au début du XVe siècle. Nous sommes en 1406. Yongle, troisième empereur de la dynastie Ming, fait de Pékin la capitale de la Chine. Il décide d'y faire construire un palais impérial démesuré. Celui-ci sera terminé en 1420. Habité durant 5 siècles par 24 empereurs, l'édifice devient un musée aujourd'hui très fréquenté, autant que la cathédrale Notre-Dame de Paris. Immersion au cœur de cette cité interdite. Achevé en 1420, il aura fallu 14 années pour ériger au cœur de Pékin ce fastueux palais. Sur ces 72 hectares, soit l'équivalent d'une centaine de terrains de football, on retrouve 980 bâtiments qui abriteraient, selon la légende, 9999 pièces, le 9 étant le chiffre de la longévité chez les Chinois. En réalité, la cité interdite compterait 8704 pièces, mais rien de sûr encore aujourd'hui. Plus de 200 000 ouvriers auraient participé à sa construction. Certains documents parlent même d'1 million. L'édifice est entouré d'une muraille de 9 mètres de haut et de 6 mètres de large qui le rend quasiment imprenable. À l'intérieur, la cour du pavillon de l'harmonie suprême s'étend sur une superficie de 3 hectares et peut accueillir 100 000 personnes. Depuis 1951, le portrait du leader communiste Mao Tse-tung trône sur le balcon de la cité interdite, là où il a proclamé la République populaire de Chine le 1er octobre 1949. D'une superficie de 32 mètres carrés, l'œuvre a été réalisée par 4 peintres successifs qui le représentèrent d'abord souriant avec une casquette, avant de lui donner son aspect actuel. Depuis 1977, c'est Zhe Xiaoyong qui a la charge de réaliser une nouvelle copie du portrait du grand timonier chaque année. Celle-ci est accrochée lors de la fête nationale le 1er octobre. S'il a fallu autant d'années pour construire le palais, c'est parce que les bâtisseurs désireux d'utiliser des blocs de pierre de 20 tonnes ont dû trouver des moyens pour les transporter à une époque où la motorisation n'existait pas. Heureusement, l'hiver est venu. Sur les lacs, rivières ou routes gelées, on a pu faire glisser des traîneaux pour apporter les pierres des carrières jusqu'à Pékin.
malin. Des millions de mètres cubes de terre ont ainsi été extraits pour creuser la cité. Entassés juste derrière le site, ils ont fini par former une colline de près de 110 mètres de haut, que l'on appelle la colline du charbon en raison de sa couleur sombre. Longtemps, seul l'empereur avait le droit de la gravir. 24 empereurs et leur cour composée de centaines d'eunuques, serviteurs et nobles, y ont résidé entre 1420 et 1911. Poussé à abdiquer en 1912, Pouilly, le dernier empereur, y vécut cependant enfermé jusqu'en 1924, époque de l'ouverture de l'enceinte au public. La cité interdite que les Chinois appellent plus volontiers le musée du Palais accueille aujourd'hui en moyenne près de 14 millions de visiteurs par an, autant que Notre-Dame de Paris. Les touristes ne déambulent pas dans la totalité des lieux car seuls 60% sont accessibles, mais à la fin des travaux qui ont lieu actuellement, d'ici 2022, 80% de ces infrastructures seront visibles. On passe au sport. En athlétisme, tout d'abord, les mondiaux de Doha se sont terminés le week-end dernier et ont été confrontés au pire mot du sport moderne. Corruption, dopage, non-sens climatique et un public visiblement absent. Malgré cela, cette édition 2019 nous a offert plusieurs exploits sportifs historiques. On fait le bilan en images et en chiffres. Premier constat, le Qatar n'a pas fait rêver. Dès l'annonce de la sélection de Doha en 2014, des voix se sont élevées pour questionner ce choix, des critiques légitimes, balayées par la Fédération internationale, au nom de l'ouverture de l'athlétisme à de nouveaux territoires, mais qui 5 ans après lui reviennent en pleine face. Le public qu'on a tenté de gonfler en invitant des ouvriers et des enfants n'a pas répondu présent. Les travées du Khalifa International Stadium sont restées désespérément vides une bonne partie de la compétition. La situation s'est améliorée lors des derniers jours sous l'impulsion des supporters kényans et éthiopiens venus garnir les tribunes pour soutenir leurs coureurs de fond et demi-fond. Et seul le sacre du local Mutaz Barshim au saut en hauteur a pu vraiment électriser le public. Les critiques concernaient également l'incohérence climatique des mondiaux d'été au Qatar. La réponse a été un décalage du mois d'août à fin septembre et un système de soufflerie aussi difficile à appréhender pour les athlètes, confrontés à des variations de température pendant toute la compétition, qu'absurde écologiquement, une climatisation géante dans un stade à ciel ouvert. Mais les spécialistes des longues distances n'ont pas eu le droit à cette fraîcheur artificielle. Dans les rues de Doha, les marcheurs et les marathoniens ont dû braver la chaleur étouffante. Sous des ressentis dépassant les 45 degrés, les marathoniennes ont ouvert un triste bal le 27 septembre, mettant en danger leur santé plus que la raison devrait le permettre. Sur les 70 participantes, 28 ont dû abandonner. Pour ajouter au marasme, le dopage s'est invité à Doha, pas par un contrôle positif, mais par la suspension d'Alberto Salazar. L'adjectif sulfureux, euphémisme pour évoquer de lourds soupçons, était appliqué depuis plusieurs années à l'entraîneur américain. La BBC avait révélé en 2015 des pratiques douteuses, lançant une longue enquête de l'agence américaine antidopage. 4 ans plus tard, en plein mondial, la sanction est tombée. 4 ans de suspension pour le patron du Nike Oregon Project, groupe d'entraînement financé par la marque à la virgule à Eugène, pour avoir enfreint le règlement antidopage et encouragé des pratiques dopantes. Et des héros malgré tout, car des exploits il y en a eu à Doha, même quand les pires décisions sont prises contre le bon sens et l'intérêt du sport, les athlètes parviennent à se réapproprier leurs biens. Cette édition des championnats du monde nous a notamment offert parmi les meilleurs concours de l'histoire, médaillé de bronze du lancer de poids avec une marque à 22,90 m, le néo-zélandais Thomas Walsh aurait été sacré dans tous les autres mondiaux. À Doha, il a été devancé par Ryan Crouser au nombre d'essais mordus et par Djokovic pour 1 centimètre. Le podium du triple saut, lui, n'avait jamais été aussi haut, avec Christian Taylor à 17,92 m, Will Clay à 17,74 m et Hugues Fabrice Zango à 17,66 m. Ce dernier, protégé du français Teddy Tamgo, en a profité pour apporter au Burkina Faso la première médaille de son histoire. La Coupe du Monde 2019 de rugby qui se déroule actuellement au Japon connaît ses premières annulations de matchs. Le pays est en effet touché depuis hier par un puissant typhon. Après l'annulation des rencontres France-Angleterre et Italie-Nouvelle-Zélande prévues toutes deux samedi, le match prévu ce dimanche entre l'Écosse et le Japon a lui été reporté. C'est du jamais vu depuis 1987. Entraîneurs, joueurs et supporters contestent le choix de la Fédération internationale de rugby d'organiser le mondial en pleine saison des typhons. En football, la France affrontait l'Islande ce vendredi à Reykjavik, la capitale islandaise. Les Bleus l'ont emporté 1-0, une victoire importante mais qui fut difficile. L'équipe de France s'est imposée grâce à un pénalty d'Olivier Giroud à la 66e minute. Ce match de qualification pour l'Euro 2020, remporté non sans mal par les Bleus, leur permet de se rapprocher d'un ticket pour la compétition européenne. De retour d'Islande, la France reste en effet en tête du groupe H avec 18 points, égalité avec la Turquie qui sera à Saint-Denis lundi pour son match déjà décisif.
après la débâcle de cet été à Konya, 2-0. Un succès lors du match retour au Stade de France qualifierait les Bleus pour l'Euro 2020 avant même les 2 derniers matchs de qualification. Et nous partons maintenant pour notre rubrique Netflix. Et si justement nous embarquions dans l'univers des séries françaises? Oui, Netflix propose une excellente série diffusée depuis décembre 2018. Plan Cœur, c'est son nom, compte à ce jour 2 saisons et 14 épisodes. Porté par un casting 5 étoiles, l'alternance entre moments comiques et touchants est parfaitement réussie et nous pouvons saluer la jolie performance de Zita Enro qui nous transporte au travers de sa sensibilité artistique. Cette série peut être dévorée en un soir, mais il faut faire durer le plaisir. 2 ans après sa rupture avec Max, Elsa déprime et n'arrive pas à aller de l'avant. Charlotte et Émilie, ses 2 meilleures amies depuis toujours, décident alors d'engager un gigolo afin qu'elle puisse oublier son ex sans qu'elle le sache, mais la situation va vite se compliquer. Si le résumé n'est pas forcément accrocheur pour tout le monde, la fragilité des sentiments amoureux est dépeinte d'une manière très réaliste et cette série est comme une drogue dont nous ne pouvons pas nous passer. Une saison 2 qui est sortie cette semaine et qui captive tout autant que la 1 avec un casting encore plus développé, mais nos personnages favoris que nous retrouvons après quelques mois d'absence et ils nous avaient manqué. Et sans transition, nous passons tout de suite à notre programme TV de la semaine. Demain soir à 20h35 sur M6, un match de football pour les qualifications de l'Euro 2020, France-Turquie. L'affiche est alléchante, l'équipe de France d'Antoine Griezmann et Hugo Lloris dispute un match crucial face au leader du groupe H. Battu en Turquie 2-0 au match aller, les hommes de Didier Deschamps auront à cœur de prendre leur revanche sur la sélection turque. Une victoire demain soir permettrait aux champions du monde de s'emparer de la première place du groupe et d'être en position favorable pour la qualification. Mercredi soir à 20h55 sur Arte, un drame de Pascal Ferrand, Lady Chatterley, avec Marina Hans, Jean-Louis Couloc et Hippolyte Girardot. En 1921, la jeune Constance s'ennuie auprès de son mari, Sir Clifford, infirme depuis son retour de la Grande Guerre. Un jour, elle rencontre Parkin, le garde-chasse, un homme rude et solitaire. Ces 2 êtres, séparés par leur position sociale, vont peu à peu se rejoindre dans un éveil des sens salvateur, une splendide et audacieuse adaptation du roman de David Herbert Lawrence. Et ce soir à 23h10 sur M6, Bernard de la Villardière vous retrouve pour son magazine Enquête exclusive avec une page spéciale homophobie dans le monde, aux racines de la haine, un bon écho à notre grand angle de la semaine dernière. En 2019, plus de 70 pays pénalisent encore l'homosexualité qui est même parfois passible de la peine de mort. Bien que la France ait légalisé le mariage pour tous en 2013, les agressions physiques envers les personnes de la communauté LGBT sont en augmentation. De nombreux témoignages et des statistiques accablantes vous seront apportés ce soir à 23h10, donc sur M6. Enquête exclusive. Et pour notre photo de la semaine, nous avons décidé de saluer un homme, Paul, maître de midi depuis le 29 avril dernier, dans l'émission Les 12 coups de midi, diffusée chaque jour sur TF1 et présentée par Jean-Luc Reichmann. Paul, l'indétrônable, le puits de science par excellence, a flanché sur cette question: qui a été 2 fois président de la République sans avoir été élu? Le jeune champion a répondu Charles de Gaulle plutôt qu'Alain Poher, une erreur qu'il élimine après 153 participations. Les erreurs, l'étudiant en histoire de 20 ans n'en est pourtant pas coutumier, à tel point qu'il était surnommé Wikipol, en référence à l'encyclopédie en ligne Wikipédia, tant son savoir est vaste et varié. Originaire de Grenoble, le maître de midi déchu est atteint du syndrome autistique d'Asperger. Le jeune homme repart avec une formidable cagnotte de 691 522 €. Son père a confié qu'il le verrait bien ouvrir une librairie. Au-delà de ses gains, Paul a gagné l'admiration et la sympathie d'une foule de téléspectateurs. Il est à ce jour le meilleur maître de midi de l'émission, si l'on exclut Christian Quesada. Mis en examen pour détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique, ce dernier avait participé à 193 émissions et remporté plus de 800 000 € de gains. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau journal avec un grand angle consacré à l'Arctique, nouvelle frontière sur la planète en proie aussi au réchauffement climatique. Bonne semaine.